Comportement éco-citoyen et respect de l'environnement, les spécialistes en parlent. C'est le thème qui fera l'objet de nos échanges aujourd'hui dans le cadre de votre magazine préféré, L'Invité, le magazine organisé par l'ONG Béné Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée pour orienter les citoyens que nous sommes, les populations, les jeunes, et nous donner des conseils par rapport aux bonnes attitudes à avoir dans la société. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à nouveau à Béné Excellence. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir aussi nombreux pour des questions éducatives. Et nous sommes là ce matin, je peux vous assurer que nous sommes avec des personnalités, comme nous savons si bien le faire d'ailleurs. Vous n'allez pas regretter les 2 heures de temps au maximum que nous allons passer ensemble. Vous aurez également à poser des questions, des préoccupations, à faire même des apports par rapport au sujet du jour. Nous allons commencer par notre premier invité. Ceux qui sont habitués à la bibliothèque Béné Excellence de Calavi le connaissent certainement déjà assez. Aujourd'hui, il est avec nous en tant qu'invité. Alors, il est géographe, aménagiste à la base, aménagiste du territoire bien sûr, attaché des services administratifs et culturels à Béné Excellence, chargé pôle bibliothèque à la bibliothèque Béné Excellence de Calavi qui nous accueille. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien mérités Monsieur Camille Padonou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Camille Padonou, bonjour. Oui, bonjour, Madame Larissa. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà à dire à l'endroit de notre public? Je dirais d'abord d'entrée, bonjour à tous. Et soyez les bienvenus à Béné Excellence. Et je voudrais déjà quand même vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la chose qu'est l'environnement. Et je vous dirai d'entrée que vous ne serez pas déçus avec les autorités et les têtes vraiment capées qu'on a pu dénicher pour vous. Vous ne serez pas déçus du débat et je vous remercie pour la suite. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous. Tu fais ça pour toi. Alors, celui que nous allons recevoir à présent, il est peut-être jeune à cause de son âge, mais très dense par rapport à ses actions, toutes les actions qu'il fait pour la défense de l'environnement. Il est à la base stratège en communication environnementale. Il a reçu le prix du TOIP 2023, catégorie leadership moral au service de l'environnement. En tant qu'activiste, artiste et communicateur indépendant, axé sur l'environnement, il emploie des méthodes de communication pour poursuivre des objectifs de préservation de l'environnement et inciter les individus, bien entendu, à adopter des comportements éco-responsables. Initiateur du concept Mon anniversaire, mon engagement, qui encourage les personnes à faire une action sociale ou environnementale à chaque anniversaire et en lien avec les objectifs du développement durable. Il a reçu déjà 3 prix spéciaux au Bénin. Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Alors nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Anas Seko. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Seko, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, un mot à l'endroit de notre public. Je remercie ce charmant public pour leur présence. Et comme je le dis souvent en matière de communication environnementale, la protection de l'environnement n'est pas une question de penchant ou de goût personnel. C'est une question de vitalité qui concerne absolument tout le monde, que tu sois maçon, que tu sois couturier. Nous dépendons de notre environnement, donc il est très important de préserver notre environnement. Merci. Merci à vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. L'homme que nous allons recevoir à présent, je pense qu'il n'est plus vraiment à présenter, mais nous allons quand même faire l'exercice
pour rappeler qui il est vraiment pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup ou bien ceux qui ne l'ont pas vraiment connu. Ce grand homme que nous allons recevoir à présent est un architecte émérite originaire du Bénin qui conjugue avec aisance management d'entreprise, responsabilité gouvernementale et engagement associatif. Fondateur visionnaire et président de GPS Development, M. Luc Nyakadia, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se consacre sans relâche à la promotion de systèmes de gouvernance ancrés dans le développement durable, avec une attention toute particulière portée à l'Afrique. Il est animé par une détermination sans faille à améliorer le fonctionnement des écosystèmes et leur durabilité dans le cadre de la gouvernance territoriale. Avec lui, nous pouvons parler de leadership exemplaire parce qu'il a occupé des postes prestigieux. Il a été ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme du Bénin de 1999 à 2005, donc sous feu président Kérékou, bien entendu. Il a été secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification UNCCD de 2007 à 2013. Il a plaidé dans ce cadre en faveur d'initiatives durables en matière de gestion durable des terres et d'aménagement du territoire avec assez de retombées positives. Vous convenez avec moi, cher public, qu'il a un CV très dense, on ne pourra pas tout citer. Alors, nous allons simplement l'inviter ici avec grand respect. Monsieur Luc Nyakadia, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Madame Padono. Merci infiniment à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Merci. Alors, un mot à l'endroit de notre public. Moi, je suis heureux de rencontrer des transformateurs d'aujourd'hui et de demain. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes déjà, à tout le moins, des éco-citoyens en herbe. Donc, je suis là pour vous écouter aussi. Je suis là pour savoir ce que vous en pensez, ce que vous souhaitez faire, ce que vous faites déjà. C'est ma première motivation d'être ici. C'est un rendez-vous où on écoute, mais aussi on donne. En fait, la meilleure façon de recevoir, c'est de donner en premier. Merci à vous, monsieur le ministre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous. Pendant que nous étions en train de préparer ce numéro du magazine L'Invité, le service audiovisuel a promené le micro. Nous avons donc réalisé un micro-trottoir pour avoir les avis des uns et des autres sur l'environnement, sur tout ce qui est respect de l'environnement. Nous allons donc suivre l'élément si la technique est prête. Merci. L'environnement, c'est l'espace dans lequel nous trouvons notre cadre de vie, là où nous vivons. L'environnement, c'est un endroit qui doit être sain. Et je crois que l'environnement, c'est le cadre dans lequel nous vivons. Tout ce qui nous entoure, dans la nature en général, qui constitue notre environnement. De façon générale au Bénin, notre environnement, il y a des endroits bien propres, mais des endroits où c'est sale. Au Bénin ici, je crois que l'environnement partout n'est pas pris au soin. Chez certaines personnes, ils essayent de faire de leur mieux pour pouvoir rendre l'environnement propre et garder ça sain, mais ailleurs, les gens laissent trimballer les sachets partout. Donc tout ça crée en fait la pollution de l'environnement. L'environnement doit avoir une certaine sainteté. On doit avoir un environnement sain parce que vivre dans la malpropreté, ça entraîne pas mal de maladies et nous sommes tenus de respecter l'environnement. Bon, je trouve qu'il y a des endroits au Bénin qui sont mal entretenus.
Et pour ça, on a fait une délégation. On crée un groupe quoi. Et ensemble, on doit tous arranger ces endroits-là pour que le pays soit au moins agréable. Peut-être serait déjà d'éduquer les enfants déjà depuis la maison pour qu'ils puissent avoir déjà l'habitude de mettre les poubelles, de mettre les déchets dans la poubelle, pas les jeter partout. Parce que déjà s'ils apprennent à le faire depuis la maison, quand ils sortiront de chez eux, ils sauront comment ne pas rendre mal ou bien rendre sale l'environnement puisqu'ils avaient déjà l'habitude depuis. Donc c'est un peu ça. Et aussi peut-être aussi amender ceux qui n'essayent pas de suivre les règles. Déjà, nous pouvons déjà essayer d'analyser, de savoir ce qu'il faut, quelles sont les démarches que nous allons entreprendre, organiser des campagnes de salubrité, et comme dans le temps jadis, tous les samedis étaient destinés pour pouvoir quand même, tout le monde sort de sa maison pour balayer et pour rendre l'environnement sain. Donc depuis la base, on nous enseigne cela, l'école nous enseigne d'avoir un environnement sain. Et je crois que dans la constitution du Bénin également, ça a été dit, l'État assure et protège tout citoyen à avoir un environnement sain. Donc si depuis le sommet haut de l'État, on a déjà mis un accent là-dessus, je crois que c'est une très bonne chose. Chers invités, ce que les uns et les autres pensent de l'environnement. Nous allons opiner là-dessus, à commencer par M. Camille Padonou, puisqu'il a le micro. Merci, Madame Larissa. Après avoir regardé le visuel, on a remarqué qu'aucun d'eux n'ignore ce que c'est que l'environnement. Ils ont quand même approché la définition. Et l'environnement, je passe sous le contrôle de mes aînés, hein, mais l'environnement, pour moi, c'est l'ensemble des éléments naturels, que ce soit naturel ou artificiel, qui entourent les êtres vivants ou une communauté. Merci à vous, M. Camille Padonou. M. Anaseko. Oui, je vous remercie. Ils ont donné quand même des définitions de l'environnement. Ce que je peux dire, c'est simplement l'ensemble des éléments biotiques, abiotiques, c'est l'artificiel, c'est le naturel, c'est quoi encore? C'est l'air, c'est l'eau, c'est même les habitats, voyez-vous. Et donc l'environnement, c'est tout ça. Après avoir suivi la vidéo, je vois un point de vue peut-être un peu superficiel sur l'environnement qui est un peu trop axé sur l'environnement qui est sale, l'environnement. Donc souvent, pour ceux qui n'ont pas forcément étudié de façon approfondie l'environnement, ont ce genre de définition, mais ça va vraiment bien au-delà. Comme l'a dit mon cher collègue, il y a des interactions qui se font dans l'environnement entre les êtres vivants, entre eux, et également entre les êtres vivants et leur milieu. Donc tout ceci constitue l'environnement. Merci bien. Merci à vous, M. Anaseko. Alors, Monsieur le ministre, que pensez-vous de la vidéo? La vidéo montre bien que chacun de nous a un certain sens, une certaine acception de ce qu'est l'environnement, même si c'est un peu générique, mais je pense qu'on n'est pas là pour être très technique. Moi, je voudrais définir l'environnement par rapport au thème qui nous réunit ici. L'environnement, c'est comme une grande maison, une très grande maison, dont nous sommes tous des colocataires. Et cette grande maison-là a, mettons, 3 grosses composantes. Il y a l'environnement dit naturel, les forêts, les cours d'eau, ce que l'homme n'a pas encore transformé. Et il y a l'environnement qu'on appelle le cadre bâti. Et ça, c'est le cadre bâti, ça s'appelle un cadre bâti urbain ou rural, c'est ce que l'homme a construit, transformé, et qui s'inscrit soit bien, soit mal dans l'environnement naturel. Et il y a troisièmement l'environnement dit social. C'est les relations que nous avons entre nous et entre d'autres espèces vivantes.
Parce que c'est une grande maison. C'est une grande maison dans laquelle il y a pas seulement l'homme, mais il y a les arbres, il y a tout ce qui vit, et les microbes, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, les animaux. Tous, nous sommes tous des colocataires de cette grande maison-là. Donc, l'environnement social, c'est comment est-ce que nous construisons des relations pour que cet environnement, cette grande maison-là, soit bonne pour nous, générations d'aujourd'hui et les générations à venir. Et Internet fait partie de l'environnement social, par exemple. Voilà. Merci à vous, Monsieur le ministre. J'ai constaté que nous avons déjà commencé à définir l'environnement. Alors, j'en viens à la question, est-ce qu'il y a plusieurs types d'environnement? Peut-être que effectivement, j'ai dévancé votre question. Bien sûr. Et pour moi, pour faire simple, parce que Anas a parlé de l'environnement abiotique et autres, on peut être très technique, mais je voudrais, et il a raison, et c'est ça qu'il faudra que vous cultiviez en vous documentant, en renforçant vos capacités. Mais je voudrais que vous reteniez donc ces 3 types d'environnement que je vous ai proposés. L'environnement naturel, l'environnement naturel, le cadre bâti et l'environnement social qui est fait des interactions, des relations que nous construisons qui peuvent être positives ou négatives pour à la fois préserver l'environnement naturel et faire en sorte que l'environnement bâti soit un environnement qui soit une interface positive. Vous savez ce que je dis à mes confrères, je suis architecte de métier, et ce que je dis à mes confrères architectes et urbanistes, c'est que notre rôle, c'est précisément de proposer une interface qui permette que l'homme agisse au mieux avec son environnement naturel. Merci à vous, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur Anas Sekou, est-ce qu'il y a plusieurs types d'environnement? Merci beaucoup. Je pense que Monsieur le ministre a bien su citer ces différents types d'environnement. Si peut-être je vais ajouter quelque chose, nous avons notre environnement terrestre, nous avons l'environnement aquatique, nous avons l'environnement aérien. Donc, et dans les océans, hein, dans les zones humides, ce sont des écosystèmes complètement différents. Sur Terre également, ce sont des écosystèmes complètement différents. Je pense que quand même la bonne définition, c'est ce que le ministre a quand même pu donner, donc le cadre bâti, le naturel et le social. Alors, Monsieur le ministre, quelle est l'importance de l'environnement dans la vie d'un être vivant? En fait, c'est aussi important que d'avoir conscience que l'environnement, c'est l'air que nous respirons, c'est l'eau que nous buvons. Anas a lâché le mot écosystème. Les écosystèmes, c'est tous les systèmes de la nature qui permettent la vie. Et donc les écosystèmes ont 2 choses de caractéristiques, les fonctions et les services. Les fonctions, c'est ce qui permet aux écosystèmes d'interagir entre eux. Dans l'environnement, il y a plusieurs écosystèmes. Écosystème marin, écosystème humide, écosystème aride. On peut décliner ça, et je vous invite à creuser cela. Et précisément, quand vous prenez les fonctions des écosystèmes, quand ces fonctions-là n'interagissent pas bien, on parle de dégradation de l'environnement. Et quand l'environnement se dégrade, ce sont les services écosystémiques qui tarissent. Et c'est quoi un service écosystémique? La nourriture que nous mangeons est un service écosystémique. L'air que nous respirons est un service écosystémique. L'eau que nous buvons est un service écosystémique. Les sols, leur qualité qui permettent que l'agriculture prospère est un service écosystémique. Ne pensez pas qu'il suffit simplement de semer pour que ça pousse. Hein. Mon fils a une ferme, il est fermier, je suis son assistant. Donc je peux vous parler de ce que ça implique de semer pour récolter. Donc la qualité des sols, c'est un service écosystémique. Donc tous ces éléments-là participent de la qualité de l'environnement, de son importance. Et dans un pays, dans une nation, vous voyez, le PIB d'un pays est fonction de la qualité de son environnement. Si, regardez le Bénin par exemple, le Bénin a fait 6% de taux de croissance l'année dernière. Allez creuser, voir où est-ce qu'on a fait la croissance. Pour une bonne partie, c'est dans l'agriculture. Si
on fait de la croissance aujourd'hui en faisant de la monoculture, par exemple. On peut faire une croissance pour 3, 4, 5, 6, 10 ans peut-être, mais si les sols s'appauvrissent, ceux qui vont venir après ne pourront pas bien faire. Prenez une ville comme Banikwara. C'est, je dis, on dit en anglais, the cotton belt. C'est la bande cotonnière de notre pays. C'est le cœur de là où on produit le coton. Mais si vous faites en amont de Banikwara, de l'agriculture, comment je vais dire, en coupant les arbres, vous allez rendre la ville de Banikwara vulnérable aux inondations, parce que quand il pleuvra, les eaux vont rouler très vite et la ville va être inondée. C'est ce qui se passe actuellement. Je peux multiplier les exemples. Hein. Alors, merci à vous, monsieur le ministre. On comprend donc qu'il est important de protéger l'environnement à travers vos explications. C'est vraiment important. C'est crucial, c'est essentiel, c'est fondamental. C'est pour ça que le constituant en a fait un devoir constitutionnel pour l'État et pour chaque citoyen. Donc, être éco-citoyen, c'est être simplement un bon citoyen qui vit dans une nation en ayant conscience de sa part de responsabilité. Tous autant que nous sommes, nous avons une responsabilité par rapport à la protection de l'environnement. Alors, monsieur Kamik Padonou, qu'est-ce que nous devons faire pour quand même apporter notre touche pour que l'environnement soit toujours sain? Monsieur le ministre a déjà... Il a dit une bonne partie, mais en tant que personne... Et en tant que personne, en tant que citoyen, moi, je vais aborder des cas pratiques. Et je vais déjà dire qu'autant que nous sommes ici, nous avons de l'électricité à la maison, où nous laissons brancher les appareils électroniques à longueur de journée, même si nous ne les exploitons pas. Je vais déjà que aujourd'hui, après cette conférence, il faut déjà commencer par bannir cette attitude de votre manière de faire, de votre comportement, parce que moi je qualifie ça de l'énergivore. Et l'autre chose aussi, c'est de minimiser la production des déchets, parce qu'on en produit énormément, mais jusque-là, on en produit énormément, mais on ne réfléchit pas jusqu'à aujourd'hui comment réutiliser, comment faire le recyclage et réutiliser ces déchets et faire d'autres choses avec. Et troisième chose, c'est aussi de faire la promotion de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Et quand on dit l'énergie renouvelable, c'est l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Et c'est vrai que c'est un peu coûteux, mais on peut le faire. J'étais à Canavi la dernière fois, j'ai vu une installation avec un panneau solaire, avec des hélices. Et le monsieur, dans la boutique, c'est ça, il utilisait comme source d'énergie. J'étais épargné. Merci à vous, monsieur Camille. Vous avez déjà abordé une partie de la question suivante, c'est-à-dire comment éduquer les citoyens que nous sommes à la protection de l'environnement. Et le ministre a dit quelque chose tout à l'heure, je voudrais y revenir. Il a dit qu'il faut commencer une éducation avec les enfants, les plus jeunes. Je ne sais pas si vous pouvez revenir là-dessus. Merci. En fait, à tous les âges, on est capable d'être un acteur de transformation. Vous voyez, quand vous brossez les dents, vous ouvrez le robinet, vous brossez les dents et vous laissez le robinet couler pendant que vous brossez les dents. C'est un comportement irresponsable qui n'est pas éco-citoyen. Donc, le fait de participer à cette rencontre fait de vous un acteur. Si vous parlez à un collègue, vous êtes un acteur de changement. Si vous faites en sorte que, quand vous êtes dans un taxi, par exemple, vous avez fini de manger, je ne sais pas trop quoi, et vous dites, ah non, je ne dois pas jeter ça par la fenêtre, mais je garde ça jusqu'à la prochaine poubelle, vous êtes un acteur, vous êtes un bon éco-citoyen. Si vous dites, entre deux emballages, je ne choisis pas le plastique, mais je choisis l'alternative du plastique, vous êtes un bon éco-citoyen. Merci à vous, monsieur le ministre. Alors, monsieur Seko, je pense que vous avez aussi quelque chose à dire par rapport à la question.
Oui, je voudrais revenir sur la question de savoir comment protéger l'environnement avant d'arriver sur l'éducation. Et je voudrais ajouter à ce que mon cher ami a dit. Les problèmes environnementaux que nous avons la pollution, oui, nous avons les changements climatiques et nous avons la perte de la biodiversité. Et donc, si nous voudrons protéger l'environnement, nous devons savoir que pour lutter contre les changements climatiques, par exemple, il faut avoir des comportements éco-responsables. Être un bon éco-citoyen, être bien éduqué, c'est aussi pouvoir faire attention parce que il y a quelque chose, comme je disais un peu, c'est un peu superficiel ce qui se disait. Lorsqu'on parle de plastique, même si vous mettez un déchet à la poubelle, après ça devient quoi? Posez-vous la question. Alors, comportement éco-citoyen, éducation, nous pouvons déjà nous engager dans des associations, nous pouvons créer des clubs environnement, nous pouvons influencer nos frères, nos amis en ayant nous-mêmes des comportements éco-citoyens. Merci. Alors, Monsieur Seko, je reste avec vous. En tant que jeune, vous avez décidé quand même de faire des actions pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler dans quelques minutes, en 1 minute, 2 minutes? D'accord. Je vais revenir sur les propos de Monsieur le ministre avant que nous soyons aussi. Il faut que nous soyons entreprenants et il ne faut pas que les parents puissent taire en fait les initiatives des enfants ou des jeunes sur les problèmes environnementaux. Moi, très tôt, je me suis engagé parce que dans mon école, j'ai vu qu'il y a des gens qui jetaient les déchets par terre. Donc j'avais une idée superficielle. Pour moi, c'était esthétique tout simplement et un peu de dégradation de la santé humaine. J'ai initié mon tout premier projet en terminale qui était le programme d'assainissement scolaire, mais ça n'a jamais vu le jour. Mais j'ai quand même continué. Mais après le bac, il y a mes ambitions qui ont failli s'éteindre parce que mes parents, ma famille ne voulaient pas que je continue. Prenez des initiatives, continuez, allez-y, soyez entreprenants. Même si on ne vous soutient pas, cherchez vos soutiens des ONG. Il y a des frères et des sœurs là pour vous. Donc engagez-vous, trouvez des idées. Il y a des clubs environnement et beaucoup de choses à faire. Merci. Applaudir pour cette détermination de M. Seko parce que ce n'est pas évident en tant que jeune. Très tôt, on baisse les bras, mais il tient bon. Alors dites-nous, M. Seko, est-ce que vous avez quand même espoir et est-ce que tout ce que vous faites, la lutte que vous menez, puisse porter fruit un jour? Oui, j'ai pleinement espoir. Je dis toujours qu'en tant que membre de la société civile, on n'a pas le droit d'être pessimiste en tant qu'activiste. On doit être optimiste par rapport à l'avenir. Et il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. On est passé de la charrette à traction humaine pour ramasser les déchets à des camions. Donc, il y a eu de l'évolution. La SGDS maintenant qui met l'éducation environnementale devant. Il y a un bon système de gestion des déchets. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui me contactent souvent via les réseaux sociaux qui veulent s'engager, alors qu'au début, ce n'était pas ça. Merci à vous. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un regard comparatif de l'environnement chez nous, au Bénin et hors du territoire? Oui, on peut regarder ça sous 2 angles, mais il faut comparer des choses comparables. Donc il faut comparer le Bénin à des pays qui ont les mêmes défis que nous. Si vous prenez par exemple le Japon, après Fukushima, ils sont réveillés au risque des déchets nucléaires. Nous n'avons pas ce défi-là. Donc il faut regarder les défis environnementaux que nous avons, qui sont par exemple les déchets urbains, les déchets solides, leur traitement, qui sont liés à la gestion durable, on en a parlé, des ressources naturelles, ainsi de suite. Et dans ces domaines-là, qu'est-ce que nous faisons? Il y a eu du progrès. On peut constater que, par exemple, dans une mesure que nous pouvons tous apprécier, la collecte des ordures et des déchets urbains s'est substantiellement améliorée. Leur pré-collecte, leur collecte, leur regroupement et leur traitement s'est amélioré. Mais on peut rester... moi, j'ai toujours un gros pincement de cœur quand il m'arrive parfois de voir dans un véhicule devant moi quelqu'un qui mange et jette un plastique par la fenêtre. Souvent, il m'est arrivé de rattraper le véhicule et de dire, mais attendez, vous devriez descendre et aller chercher ce que vous avez jeté dans la rue, parce que la rue, c'est aussi comme votre salon. Parce que c'est là que se fait, c'est notre espace de vie commun. Donc, vous ne devriez pas faire ça. Donc, vous voyez... Nous avons fait du chemin, mais nous devons faire beaucoup de chemin. Si on regarde là où le Bénin a des risques en ce qui concerne son potentiel de croissance, c'est là qu'on peut observer l'impact
de la dégradation de l'environnement sur la croissance du Bénin maintenant et à venir. Il a parlé par exemple des risques de choc climatique. Précisément, nous devons nous adapter au changement climatique. Nous devons même mieux, nous devons être résilients par rapport au changement climatique. Mais comment est-ce qu'on devient résilient? Les espaces verts, nos forêts sont nos premières défenses en matière de résilience climatique. Préserver l'environnement, c'est un investissement capital pour la croissance présente et à venir d'une nation. Merci à vous, monsieur le ministre. En tout cas, nous constatons que vous êtes très motivé par rapport à la défense de l'environnement. Et je voudrais rester quand même avec vous. Vous avez été ministre de l'Environnement. Vous avez mené des actions pendant que vous étiez au ministère. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et déjà nous dire également la réaction des populations à l'époque par rapport à tout ce que vous avez eu à faire? Vous savez, il y a une phrase qu'on entend souvent au Bénin, c'est la phrase suivante. Il y en a un certain nombre que j'ai recensé, mais celle-ci, elle est commune. Ouvrez les guillemets, le problème c'est que, point de suspension. Au ministère, à l'époque, la dépense publique pour l'environnement urbain, donc à l'époque, n'était que de moins de 4 000 francs CFA par personne vivant dans nos villes. Autant dire rien pour faire environnement, assainissement et tout le reste. Et l'une des premières choses que je me suis employé à faire à l'époque, on discutait du premier document dit de stratégie de réduction de la pauvreté. J'y ai inséré l'environnement comme étant un secteur dans lequel, si on investit, on peut accélérer la croissance, la rendre inclusive et réduire la pauvreté. Le Bénin a été le premier pays en Afrique à intégrer l'environnement dans le cadre macroéconomique. Ça n'a pas été facile, il a fallu l'obtenir contre la proposition que nous faisait le FMI et la Banque mondiale, mais nous l'avons fait. Et ceux qui étaient contre moi, après, sont ceux qui m'ont donné ce qu'on a appelé en 2003 le Green Award de la banque. Mais au-delà de ça, il n'y a que les plans d'assainissement urbain dans les villes. Nous l'avons fait, les alignements urbains, on les a commencés. Le fait de dire à chaque citoyen, quand on plante un arbre devant chez toi, l'arbre devient ton arbre. Ça veut dire que quand on plante l'arbre devant chez toi, il devient ton arbre. Donc tu es responsable pour l'arroser, pour ne pas y verser des urines ou même des restes de carburant, ainsi de suite. Et c'est facile après, quand on passe, de dire, mais pourquoi votre arbre à vous dépérit alors que l'arbre de l'autre prospère? Ça a participé donc d'une implication de la population pour faire ce genre de choses. Merci à vous, monsieur le ministre. Chacun est unique et en tant que cette personne unique que nous sommes, nous devons apporter notre grain de sel pour la protection, le respect de l'environnement. Alors nous sommes déjà à la fin de la première partie. Et vous savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Nous avons également des ouvrages en ce qui concerne l'environnement. Nous allons donc inviter respectueusement nos panélistes à approcher la table, le stand de livres pour jeter un coup d'œil et faire un choix de livres. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. D'ici quelques minutes, ils vont nous dire ce qu'ils pensent de ces ouvrages qu'ils ont choisis. Alors, vous savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs grandes activités au cours de chaque année. Et il y a l'école d'été sur l'intelligence artificielle qui est déjà à sa 3e ou 4e édition. Voilà. Donc, nous allons recevoir ici M. Suleiman, qui est le point focal de l'EIA Junior, pour nous parler un peu de ce projet et plus spécifiquement du projet Junior. Alors, vous avez quelques minutes, monsieur. Merci, Suleiman. Tata Larissa. Avant d'entrer, je voudrais saluer nos invités. Et très chaleureusement, monsieur le ministre Luc Nyakaja, que j'ai l'occasion pour la première fois de rencontrer. Je salue également monsieur Seko et monsieur Camille. Bonjour chers invités, chers amis.
À Bénin Excellence, il y a beaucoup d'activités et la particularité, ce qui regroupe le plus du monde, c'est l'école d'été sur l'intelligence artificielle et qui se déroule entre mi-juillet et mi-août. La cible pour cette initiative, c'est essentiellement les apprenants pour la catégorie junior, les apprenants des classes de 6e en 3e de nos lycées et collèges, et pour la catégorie senior, les élèves des classes scientifiques, donc les séries C, D, E, F. C'est la première, la terminale. Particulièrement, on est devenu un peu plus rigoureux, parce qu'il y a des cours d'optimisation, c'est beaucoup plus scientifique, donc on se limite aux classes de terminale. Et cela va vers... Les professionnels également peuvent participer et les étudiants de toutes les filières, et même les non-scientifiques, peuvent, ceux qui font par exemple le droit, donc il y a l'éthique dans tout ce qui est intelligence artificielle, donc tout le monde peut postuler. Il y a une seule plateforme, c'est eeia.bj. eeia.bj. Vous allez sur cette plateforme, vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez pouvoir mieux vous renseigner et savoir comment ça se passe. Ça dure seulement 4 semaines, comme je viens de le dire, pour les seniors et 2 semaines pour les juniors. Vous pouvez informer vos plus jeunes. Les inscriptions ont démarré déjà pour les seniors, donc depuis le 1er février, et ça prendra fin le 30 avril. Et pour les plus petits, donc les juniors, les inscriptions démarrent le 1er mars et ça prendra également fin le 30 avril. La sélection, elle est assez rude, donc il faut fournir un bon dossier pour faire partir pour les seniors des 100 meilleurs participants et pour les juniors des 50 meilleurs participants. Voilà un peu. Merci à vous, M. Suleiman, et je peux vous assurer, cher public, que vous avez quand même la possibilité de postuler si vous êtes passionné par l'intelligence artificielle. Donc c'est le moment de postuler. C'est une formation gratuite, il faut le préciser. C'est une bourse que la Fondation Vallée vous offre pour suivre cette formation gratuitement. Et c'est une école panafricaine. Je pense qu'on a eu 18 pays. 18 autres pays à part le Bénin l'année passée. À cette occasion, nous avons des internationaux, donc des apprenants, des étudiants qui nous viennent de tous les coins de l'Afrique. Et quand vous êtes sélectionné, c'est-à-dire vous prenez juste votre valise, le billet d'avion, le séjour, la restauration, tout est pris en charge par la Fondation Vallée pour une formation qui coûterait environ 600 000, 700 000. Exactement, soit 1 000 €. Postulez. Mais c'est gratuit. Si vous vous sentez capable d'y arriver, postulez. Et si vous avez un bon dossier, vous serez certainement sélectionné. Pour plus de renseignements, nous avons 3 sites. Bénin Excellence, c'est 3 sites. Et nous avons le site de Calavi, le site de Godomé, le site de la FSS. Soit vous allez sur la plateforme pour mieux vous informer. Si vous n'avez pas les bonnes informations, nous avons nos numéros sur les différentes affiches. Essentiellement le 91 05 15 15, le 91 13 87 87. Exactement. Voilà. Et donc, vous pourrez aussi vous rapprocher de tous les bibliothécaires, et en particulier moi aussi pour ce qui est des juniors. Si vous venez à Godomé, vous pouvez vous rapprocher du laboratoire d'intelligence artificielle aussi pour avoir les informations. C'est ça. Donc, merci à vous, M. Suleiman. Donc, il y a beaucoup de surprises à la fin de cette formation. Il y a beaucoup de surprises. Vous pouvez aller voir sur notre page YouTube pour voir tous ceux-là qui avaient été primés après avoir pris part à cette école d'été. Chers invités, vous êtes prêts pour l'exercice? Oui. Puisque M. Seko a déjà le micro. Oui. Puisque vous avez déjà le micro, vous allez nous dire ce que ça vous inspire d'avoir ces ouvrages dans nos rayons et nous dire peut-être le résumé, puisque vous avez déjà parcouru un tout petit peu. Le résumé de 529 pages. Bon, on ne sait jamais. D'accord. Même une ligne peut résumer tout un livre. Ici, par exemple, ils disent un écosystème égal à biotope plus biocénose. J'ai connu divers types d'environnements d'écosystèmes que j'ai étudiés. Lorsque
lorsque vous prenez l'écosystème, les êtres vivants sont en interaction entre eux et en interaction avec l'environnement, donc le climat. Lorsque vous déréglez le climat, ou s'il y a un microclimat, vous déréglez, il y a un problème. C'est un système où chaque élément a son importance. Lorsque vous enlevez une mouche dans l'écosystème ou bien une antilope, il y a un problème qui se crée directement dans la chaîne. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Les changements climatiques ont bouleversé beaucoup de choses et les habitudes de beaucoup d'organismes vivants. Voyez-vous. Donc c'est ce que ça m'inspire directement, ce que ça me rappelle, et ça me montre l'importance réellement de pouvoir approfondir réellement ce qu'est l'écologie, ce qu'est les écosystèmes, et quel pourrait être leur lien avec la gestion des déchets, la pollution plastique, en ce qui me concerne moi. Alors, Monsieur le ministre, que pensez-vous de ce livre que vous avez choisi? J'ai choisi le livre sur l'économie de l'environnement et du développement durable. Je vous invite à le lire parce que c'est un domaine dans lequel il y a encore du travail à faire. Et je ne sais pas qui sait ce que ça veut dire développement durable. On n'a pas le temps de faire de l'interaction, probablement, mais le développement durable, c'est un développement qui permet à la génération présente de satisfaire ses besoins sans que cela n'handicape les générations à venir de faire de même. Donc, c'est une définition. Et ici, le livre dit, à la page 337, dit le concept de développement durable doit être encore peaufiné et clarifié. Je signe des deux mains parce que quand j'étais sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies, mon plaidoyer a été que cette définition est insuffisante. Je vais vous dire pourquoi. Quand on dit le développement durable, c'est un développement qui permet à une génération, celle-ci, de satisfaire ses besoins. Donc, tout a été défini autour du mot besoin. Conclusion, nous avons, depuis que ça a été fait, et ça a été fait en 1987, depuis ce temps-là, on a fait un peu plus de consumérisme. Parce que courir après ses besoins, c'est courir après le vent. Dans cette définition, ce qui manque, c'est le mot potentiel. Que la génération présente puisse satisfaire ses besoins en relation ou en libérant son potentiel pour se faire, sans empêcher la génération à venir de faire de même. Ça signifie que nos besoins doivent être mis en relation avec notre potentiel. Et chacun de nous, chaque individu, chaque société, chaque nation a du potentiel qu'il doit libérer pour satisfaire ses besoins. Et c'est là qu'il y a le mot responsabilité. Et il y a une économie qui permet de faire ça. Moi, je vous invite à lire cet ouvrage. J'ai été heureux de le trouver ici. C'est fantastique ce que vous avez à disposition. Merci, Monsieur le ministre. Merci infiniment à vous. Alors, Monsieur Camille Padonou. Oui, Madame Larissa. Oui. Moi, j'ai choisi le livre intitulé La promesse des arbres. Tout à l'heure, au cours de notre développement ici, Monsieur le ministre parlait de l'importance des arbres. Le livre dit ceci. En résumé, la forêt peut être notre meilleur allié pour préserver une planète vivable, mais seulement si nous la laissons faire. C'est pertinent. Et puisque lorsque vous détruisez la forêt, on a dit tout à l'heure ici que la forêt constitue un réservoir de carbone, de l'azote et d'autres gaz. Lorsque ces derniers sont détruits, alors on va s'attendre à quoi? À un dérèglement climatique, ce qui est normal. Et moi, je vous invite à lire le livre. C'est disponible à la bibliothèque. Je peux déjà dire en tant que responsable du site, c'est en 2 exemplaires. Il y a la version non prêtable, ça c'est non prêtable que j'ai pris, il y a la version prêtable. Et parce qu'il faut, pour défendre une cause, il faut chercher à comprendre. Et pour défendre l'environnement, il faut chercher à comprendre les différents composants de l'environnement. Je remercie tous les panélistes, et particulièrement Monsieur le ministre. Moi, j'ai 3 questions. Ma première question est celle-ci. Ça concerne la réforme concernant la précollecte des déchets, où le gouvernement a créé une société qui se charge de la précollecte. Avant, il y avait les ONG, où il y a l'abonnement, et ça se faisait de façon sélective. Bon, celui qui veut, bon, on peut le faire. Maintenant, ils ont essayé de faire les choses de façon à ce que ça, c'est devenu une systématique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils viendront prendre vos déchets. Et
j'aimerais savoir qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, nous pouvons faire pour accompagner l'initiative là du gouvernement. Ma deuxième question, ça concerne l'environnement bâti. Et on entend souvent au niveau des communes qu'il y a des gens qui ont construit par exemple sur en quelque sorte des lieux d'écoulement de l'eau, ou soit tout dernièrement il y a la première personnalité du pays qui dit que bon, dans tel arrondissement nous avons voulu construire un marché et on a dit qu'il n'y a plus de place. J'aimerais savoir si on peut arriver à ce que bon, il y a des communes où il y a des plans d'urbanisme préétablis déjà où on ne va plus être confronté à des problèmes du fait que bon, il y a eu des gens qui ont construit sur en quelque sorte les lieux d'écoulement de l'eau. Est-ce qu'on peut avoir des plans comme ça, ou bien si ces plans-là existent? Si je vous pose cette question, c'est parce que vous avez été ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme. Puisque c'est tout le monde qui bénéficie du système de pré-collecte. Donc, dès lors que tout le monde doit en bénéficier, tout le monde doit contribuer. Dans ce cas, on regarde quel est le mécanisme auquel tout le monde participe. Par exemple, tout le monde paye des factures d'eau, d'électricité. Et donc, si on prend la facture d'eau, par exemple, d'électricité comme une assiette pour un prélèvement, ça peut marcher. Mais encore une fois, comme je ne suis pas ici pour exprimer exactement ce que le gouvernement a fait, je ne peux qu'émettre une hypothèse, mais saluer le fait que la volonté de systématiser la pré-collecte est nécessaire pour l'environnement, pour que l'environnement bâti soit sain et le demeure. Ce que nous devons faire, c'est précisément de réduire notre niveau de production de déchets. Faire le tri de manière à ce que nous soyons sûrs que ce que nous produisons comme déchets est pré-collecté effectivement. Et troisièmement, éviter de jeter des déchets hors de chez nous et en dehors des poubelles. Vous avez noté que, par exemple, le gouvernement a fait une évaluation de l'ensemble des plans de lotissement. Bon, au Bénin, le plan de lotissement est devenu le document de planification urbaine, ce qui est une aberration. Le document de planification urbaine préside au choix des plans de lotissement. Mais ici, on a fait tout à fait le contraire, et les plans de lotissement parfois durent 20 ans, alors qu'on n'a pas idée que ça puisse durer aussi longtemps. Donc le gouvernement a évalué les plans de lotissement, a demandé à ce que certains soient clôturés et d'autres soient revus, et même certains ont été annulés. Et a décidé aussi que désormais les villes, en les hiérarchisant, seraient dotées de plans d'aménagement urbain, et que cette dynamique-là, et là j'exprime une espérance, que ça ne soit pas simplement qu'on copie ce qu'on fait ailleurs comme démarche de planification urbaine. Parce que si vous construisez sur une voie d'eau, vous pouvez créer une inondation de tout le quartier. Donc, il faut que votre document de construction soit aligné, soit conforme au plan d'urbanisme et que vous ayez reçu, avant de commencer votre chantier, le document de permis de construire. Une chose est de créer les lois, mais une chose également est de les mettre en application. Parce que le fait de mettre en application, c'est tout un processus au fait. Alors moi, j'aimerais savoir quelles sont les actions que le gouvernement béninois met en place pour pouvoir mettre en pratique toutes ces lois. La gouvernance, quelqu'un l'a défini comme étant les transactions de pouvoir, donc les prises de responsabilité entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Dans ce triangle-là, ce qu'on fait ensemble ou pas agit sur l'environnement. Et les lois qui sont prises pour préserver l'environnement doivent être convenues dans ce contexte-là. Le gouvernement, dans la mise en œuvre de son programme d'action de gouvernement sur 5 ans et de son budget annuel, doit veiller à ce que tout ce qui est investissement respecte les lois sur la protection de l'environnement. Quel est le processus que l'État est en train de prendre pour que si quelqu'un achète une chaussure, après avoir porté, où est-ce qu'il va amener? Qu'est-ce que cette chaussure va devenir? Une voiture, qu'est-ce que ça va devenir? Il faut cesser d'importer des productions en fin de vie.
Par exemple, il faut réduire véritablement l'âge des véhicules qu'on importe. Il fut un temps où l'âge moyen des véhicules qu'on importait au Bénin était de l'ordre de 15 à 20 ans. Éviter de jeter des déchets hors de chez nous et en dehors des poubelles. S'il faut garder votre déchet dans votre poche jusqu'à votre maison, faites-le. Votre déchet est votre responsabilité. Et moi, je souhaite que bientôt, ceux qui jettent des déchets dans les rues, là, qu'on leur applique le principe du pollueur-payeur. Soyons non seulement entrepreneurs, mais aussi ayons les gestes éco-citoyens qu'il faut, notamment mettre les déchets à la poubelle. Et je demande à nous tous qui sommes ici présents, que quand on produit un déchet soi-même, qu'on ait au moins une pensée pour l'environnement et qu'on essaie de le jeter dans la poubelle ou au cas possible, faire tout possible pour ne pas polluer l'environnement. Ma question s'adresse particulièrement à M. Anas Seko, puisque c'est un jeune et nous sommes tous ici jeunes. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous pensez mettre en place en quelque sorte un petit club ici à la bibliothèque Bénin Excellence en ce qui concerne les sensibilisations, les actions de sensibilisation allant dans le sens de la protection de l'environnement. Il serait compliqué de pouvoir créer un club environnement ici et de suivre le club environnement dans le temps. Mais cependant, mon organisation, mon anniversaire, mon engagement, qui encourage les personnes à faire une action sociale ou environnementale à chaque anniversaire, nous pouvons trouver quelqu'un qui est intéressé par l'environnement, qui fête son anniversaire, et nous allons lui proposer de créer un club environnement ici. Donc même à distance, on peut faire le suivi avec lui, mais il sera plus responsabilisé. Quelles sont les perspectives en ce qui concerne le suivi des actions menées pour l'éducation environnementale au Bénin? Pour l'éducation environnementale, je souhaite que les initiatives comme celle de Anas, comme celle de Madame Idossou, et j'en connais beaucoup d'autres, soient amplifiées, accompagnées et parfois même, je le dirais, systématisées. Je pense que nous avons épuisé toutes les questions. Le temps est totalement parti, même si on n'a pas vraiment senti la longueur de l'émission. C'était vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'ai personnellement aimé et j'espère que vous aussi, cher public. Alors, nous allons commencer déjà par les conseils. Le CPB, M. Anas, pour des conseils et le mot de clôture avec M. le ministre. D'accord, merci beaucoup. Merci déjà pour l'invitation. C'était très enrichissant. C'était un plaisir pour moi de partager ce que je sais à l'auditoire et de partager cette tribune avec son Excellence, M. le ministre. Comme conseil tout simplement, je vais demander à ceux qui sont engagés dans l'environnement, aux activistes de véritablement approfondir les connaissances avant de pouvoir sensibiliser ou informer pour ne pas partager de fausses informations. CPB. Moi, je dirais merci, un sincère merci à M. le ministre et Anas pour avoir effectué le déplacement, histoire de partager des connaissances sur la protection de l'environnement avec des gens qui nous sommes aujourd'hui. Et à l'endroit du public, je voudrais quand même vous exhorter à faire beaucoup plus de maturité, de penser à chaque fois que vous voulez poser un acte dans l'environnement que vous êtes, posez-vous la question de savoir quelles sont les conséquences néfastes ou les conséquences positives que l'acte aura sur l'environnement. Alors, monsieur le ministre, le mot de fin vous revient. Merci bien, ça a été une vraie joie pour moi d'être de vôtre. Plaisir partagé. Je souhaite que chacun de vous parte d'ici comme un ambassadeur éco-citoyen. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Bon, qui est d'accord? Nous sommes tous d'accord. Bien. Il y a moi, l'autre Antoine. J'ai vu les mains se lever. Bien. Que chacun de vous parte d'ici comme étant un ambassadeur plénipotentiaire éco-citoyen. Si vous faites ça, cette rencontre aura été véritablement une pierre angulaire. Je compte sur vous et je vous en sais gré à l'avance. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Et oui, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre magazine préféré, l'invité. Nous avons parlé de l'environnement et j'espère que vous avez aimé le développement du sujet. Nous avons beaucoup appris. Vous avez également appris de nous. Donc, merci à vous pour l'attention. Et c'est donc le moment pour nous de remercier une fois encore nos panélistes. Merci CPB. Merci à vous, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur Anas Sekou, merci à vous également. Merci à toute l'équipe qui organise le magazine L'Invité. Merci à ce charmant public. Merci à l'ONG Bénin Excellence et à la Fondation Vallée. Et on se dit donc à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant. Merci. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à Bénin Excellence. Bénin Excellence pour la promotion d'excellence dans